Bonjour et bienvenue à Vérité Choc. On est aujourd'hui le 27 avril. Ça va vite. On se rapproche de l'été de plus en plus. Tu dois avoir hâte de sortir la moto. Écoute, je suis allé la porter hier parce que j'ai un changement d'huile, puis toute l'inspection avant l'été, puis ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils étaient prêts avec la température, puis la pluie qui tombe, j'ai même pas le goût d'aller la chercher. Exactement. Bon, entre-temps, on va parler de choses qui intéressent les gens. On est dans un petit air d'automne ce matin, je dirais. Là. Fait qu'on va être dans le mood de revenir un peu aux choses plus intéressantes. Hein? On n'est pas tellement dans le narratif, mais on est beaucoup dans la réflexion par rapport à ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Mm-hmm. Et on a ouvert la semaine passée sur des thèmes un peu plus élaborés. On a parlé de discernement des esprits. C'est ce qu'on va parler en dernier segment d'émission. Mais on va débuter, comme d'habitude, en parlant du chat de la semaine passée, donc les commentaires qu'on a reçus. C'est toujours intéressant aussi de voir la réceptivité de ce qu'on amène comme sujet et aussi les sujets qui accrochent. Hein. Mais oui. La politique provinciale, je pense qu'au Québec, là, ça a beaucoup mordu. Et il restera à voir le mois d'octobre prochain si ça l'a mordu à ce point. On verra d'ici ce temps-là, mais juste un petit topo rapide, c'est que vous avez vu l'élection partielle dans Longueuil, mais il y a aussi l'élection en France. Hein. Ceux qui pensaient déloger Macron, on pourra peut-être passer un tour. Fait qu'on voit que c'est difficile de faire des modifications. C'est pas parce que tu dis « je vote pour » le débarquer. C'est pas de même, ça marche. Mais il y a des gens qui... Écoute, j'ai regardé... Il faut garder l'espoir quand même. Oui, tout à fait, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos, puis c'était des Français qui appelaient à la triche, puis... Oui, mais à partir du moment où tes votes sont par correspondance, avec des systèmes informatiques... Là, c'est clair. Là, tu ouvres la porte à la tricherie. Mets-toi à leur place. Là. Eux autres, ils ont un agenda de contrôle des populations. Les injections, on sait ce que ça donne. Là. Il y a beaucoup de crises cardiaques, il y a beaucoup de problèmes de santé majeurs. Donc, tu penses que ces gens-là vont se gêner pour utiliser des systèmes qu'ils peuvent manipuler? Bien, voyons donc, c'est évident. Alors, on en est là, mais on va y aller de façon positive avec les commentaires. On a Pascal Aubry qui disait la semaine dernière, c'est l'accélération de l'histoire qui est liée aux avancées technologiques. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas le négliger. La réalité dans laquelle on est, c'est historique. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une capacité technologique comme on a maintenant. Et c'est pour ça qu'on se dirige rapidement vers des capacités de contrôle des populations, comme c'est jamais été le cas. Et là, on est rendu même à nous injecter des produits dont on connaîtra les résultats à court et à moyen terme éventuellement. C'est assez épeurant de ce côté-là. Continuez aussi, Pascal, en disant, en annulant son vote, au moins, on ne leur donne pas le 2$. Ça, c'est intéressant parce que les gens qui disent « Ah, ça ne donne rien d'annuler son vote », il y a toute une stratégie au niveau des partis politiques et du système de partis de l'État profond qui dit qu'on va aider les partis qui se démarquent à recevoir du budget d'opération. Hein, c'est comme ça, c'est toujours la carotte et le bâton. Donc, si tu as le droit, comme parti reconnu, d'avoir des déductions d'impôts pour ceux qui font des dons, il y a une raison derrière ça. C'est pour contrôler, premièrement, ton membership. Ils savent qui est pour toi, dans quelle région. Ils savent tout. Parce qu'ils te donnent un cadeau à tes électeurs, mais toi, tu vends ta discrétion. Et il y a aussi le fait que quand à l'élection, tu vas chercher 10%, comme par exemple le PCQ dans Longueuil, ils vont chercher du financement par tête de pipe. À une élection générale, là, on parle de souvent de millions de dollars qui sont attribués. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'en tenir compte. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je fais mon devoir, je vais voter, mais j'annule mon vote parce que je ne veux pas qu'aucun des partis reçoive du financement. C'est pas une mauvaise idée. Tu vas pas loin que 2$ aujourd'hui, là, Richard. Si c'est ça ton motif, là, je pense qu'on viendra. C'est pas toi qui es le 2$, c'est le parti qui ne reçoit pas des centaines de milliers de dollars de financement. Je comprends, mais c'est 2$, là. De la même manière que c'est une minorité qui annule leur vote, de la même manière. 2$ chaque. Oui, je comprends, là, mais. Mais à 1,5% de gens qui annulent leur vote, là, je te rejoins, ça ne fait pas des gros budgets. Oui. Sauf que l'idée de voter ou d'annuler son vote, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, je n'irai pas voter. Tu es supposé de voter, ton devoir, c'est de voter. Mais si tu votes pour un parti, sois conscient que tu finances indirectement le parti. Oui, mais dans l'autre sens aussi, c'est vrai.
Si pour toi, le parti le moins pire à qui tu veux donner ton vote, c'est Éric Duhaime, ben, tu vas voter, tu lui donnes un 2 $, comme ça qu'il peut avoir un budget pour pouvoir faire plus aux prochaines élections. Fait que ça va dans les deux sens. Très bon point. Et ça, je le dis souvent, si vous dites que pour vous, c'est pas grave de voter pour le moins pire parti, bien oui, mais allez-y, là. On vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit voici quels sont les enjeux qu'on ne vous présente pas à TVA. Hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous informer sur les mécaniques, pour voir aussi que un parti qui essaie de se développer comme le Parti conservateur, ben, sans argent, il n'ira pas bien loin. Donc, ceci explique cela. Termine Pascal en disant « Espoir, déception, la technique des mondialistes et leur engeance ». Donc, on comprend aussi que tout ce qu'on vit qui est incohérent, tu sais, un Legault qui nous empêche de nous réunir au jour de l'an, puis qui dit « Ah, ben, j'ai attrapé la COVID et c'est juste comme un rhume ». Et là, le monde dit « Ben, c'est le même gars qui nous parle. C'est fait pour nous décourager. » Ouais. C'est fait pour nous mélanger, c'est fait pour nous... C'est le désespoir qui est leur âme. Puis tu as raison, parce que si on juxtaposait, là, on mettait en perspective Pâques et Noël, c'est à peu près le même nombre de cas, c'est à peu près le même nombre d'hospitalisations, à peu près le même nombre d'engorgements dans les hôpitaux. Ouais. Un, on te fait suer en annulant ton souper de jour de l'an. Puis l'autre, on dit, bien, vous pouvez quand même aller visiter vos familles à Pâques. Il n'y a aucune cohérence. Alors, souvenez-vous, quand vous allez voter... de ça. Oui, c'est ça. Et quand on voit des sondages, comme celui de la semaine passée, à 44 pour la CAQ, il y a bien du monde qui sont gênés là, de s'obstiner. « Ah, toi, là, t'es jaloux. » Non. Vous voyez bien que c'est pas gagné, là. C'est pas parce qu'Éric Duhaime est assez habile puis qu'il a fait un bon travail jusqu'à date. Je suis pas d'accord avec ses politiques sociales, soyons clairs. Mais d'un point de vue organisationnel, il a fait du bon boulot. C'est la même chose pour Pierre Poilievre dans l'Ouest, au fédéral, parce qu'on en a parlé la semaine passée. Ouais. Ça n'a pas levé beaucoup. On parlait du fédéral, les gens répondaient sur le chat au provincial, parce que ça les intéresse plus, on le comprend. Mais un Pierre Poilievre, par exemple, qui au niveau économique fait il lance des bonnes politiques, bien, au niveau social, ça demeure quelqu'un qui est pro-avortement et tout le reste. Il faut juste comprendre à quel niveau on se situe et à quel niveau on veut influencer la politique aussi. Ouais. Robert Goyette qui dit « Moi, je suis tanné de Trudeau et de Legault. » C'est cute, ça. C'est parce que beaucoup de monde pense comme ça. Ouais. Et en stratégie politique, on dit toujours qu'un parti ne gagne pas l'élection, c'est le parti au pouvoir qui perd l'élection. On travaille beaucoup dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qui peut affaiblir l'autre pour que le numéro 2 devienne le numéro 1 par défaut. Là, hein? C'est des bases communicants au niveau des votes. Et si le numéro 1 reste numéro 1, il a gagné ses élections. C'est plus facile, quand tu es numéro 1, de rester numéro 1 si tu as des bonnes politiques, tu es habile. Ouais. Mais on le voit avec la CAQ, la personnalité de Legault doit plaire à quelqu'un pour qu'il soit si populaire après t'avoir annulé ton jour de l'an, etc. Avec aucun fondement scientifique, là, soyons clairs. Non, c'est à ne rien y comprendre. Puis on est encore la seule province où l'obligation du port du masque est toujours en vigueur. Puis tu te dis, 44 %. Attachez-moi quelqu'un, là, réveillez-moi quelqu'un. J'ai l'impression... As-tu vu la dernière de Madame l'experte en tout? Madame Lavallée, qui vient nous dire utiliser un filtre à café comme masque. Écoute, tu es à la télévision de TVA avec Mario Dumont qui avait la bouche ouverte, qui ne savait pas quoi faire avec ça, là, depuis qu'il dit qu'il faut dénoncer son beau-frère. Alors, cette femme-là vient nous dire de mettre un filtre à café comme masque. Excuse-moi, le café traverse le masque. Moi, quand je me fais un café dans le filtre, là, il reste pas dedans. Non. Alors, quand tu vois ça et tu dis que tout cet appareil-là de clown, incluant le premier ministre, là, qui rit de vous autres, excusez-moi. Incluant les vents dominants. Il rit de vous autres. Le vent dominant, on n'entend plus parler. Là. Pour moi, il a pris une draft puis on ne l'a plus revu. Non, c'est ça. Mais j'espère qu'il travaille comme médecin à un moment donné. Arrête de faire de la télé, mon homme. J'ai peur s'il travaille comme médecin. Bon, écoute, les médecins, c'est des techniciens. Là. Ils te palpent un peu puis ils t'envoient voir 3 spécialistes. C'est comme un garagiste. En tout cas, moi, je vais plus. Bienvenue aux médecins qui nous écoutent. Moi, je vais plus dans les hôpitaux. On parle même des injections pour te geler là, chez le dentiste. Attention, il y a du graphène là-dedans. Écoute. Ouais. Moi, j'ai perdu confiance dans notre système de santé. J'espère pas être malade. Ben, pas juste le système de santé, je te dirais même le système d'éducation. Non, mais ton système le gouvernement politique en général. Le système d'éducation, ça fait très longtemps. Ouais. Je parlais dans le désert. Quand je parlais de marxisme à l'école dans les années 90, tu peux imaginer. Hey. Mais c'est tout à fait ça. Là, on a le résultat de ce changement-là. Mais au niveau de la santé, c'est qu'à un moment donné, tu te blesses, il faut que tu ailles.
Tu sais, Richard, permets-moi, je sais que c'est l'émission Vérité Choc, mais on parle d'éducation. Là, manquez pas la chronique demain avec Héloïse Landry à Théo Rock Sexualité, parce que je dois dire, là, les cheveux vont vous dresser dessus de la tête. Bravo, pour ceux qui en ont. Alors, les gens qui disent « je suis tanné de », c'est correct, mais écoutez, il faudrait développer une capacité de réflexion au niveau politique un peu plus élaborée. C'est pas donné à tout le monde. On vous demande de faire des efforts surhumains depuis 1 an, 2 ans, parce que vous avez les conséquences de ne pas vous impliquer. Les parents qui disent « bah moi, l'école, là, ils s'en occupent de mes enfants ». Oui, mais ils s'en occupent de la mauvaise façon. Ouais. Alors, quand on s'implique et qu'on voit qu'est-ce qui se passe, bien, on veut interagir. Ouais. Et en nombre, on est capable de faire des changements. Quand tous les parents se mettent à influencer une école, c'est pas long que la direction comprend le message. Ouais. Mais si c'est 2 parents sur 800 qui se lèvent, bien, ils se font traiter de moins que rien. Alors, il faut comprendre qu'il faut être actif. Et pour être actif, il faut comprendre un peu plus que juste « je suis tanné des voir, eux autres ». Là. C'est comme les imbéciles qui s'en vont menacer de mort le premier ministre québécois ou fédéral. Tu ne peux pas menacer quelqu'un de mort, point. Pas ton voisin, pas personne, même pas le chien du voisin. Alors, pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'ils veulent traduire leur écœurant titre, mais il faut être un peu plus patient et un peu plus capable d'analyser les problématiques. Ben ouais. Parce que c'est pas Justin Trudeau ou François Legault qu'il faut viser, c'est ce qu'ils sont en train de faire et tous ceux qui les entourent et tous ceux qui votent pour eux autres. Il faut vous convainquiez votre beau-frère aussi. Là. Parce que ces gens-là ont un pouvoir qui est celui qu'on leur donne. Notre problème, notre travail à nous, c'est d'informer pour que les gens prennent conscience puis changent leur façon de faire. Mais si ce n'est pas fait en masse, il n'y a pas d'impact sur le vote. Ça revient toujours à ça. Lily Boucher qui nous dit « si tout le monde annulait son vote, ça ferait quoi? » Donc ça, c'est la question qui revient régulièrement. Ouais. Mais ça serait génial si tout le monde annulait son vote. L'élection tomberait. Le gouvernement tomberait. Écoute, il faut rêver. Là. À 1,5 sur 65 dernière élection. Donc, on voit le ratio. Là. Si on passait de 1,5 à 30 qui annulait son vote, là, on pourrait dire qu'on a une masse critique qu'on pourrait travailler. La difficulté de gens qui sont contre quelque chose, c'est que quand tu te mets à dire on va travailler dans un sens, bien, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, puis là, tu en perds plusieurs. On le voit avec ceux qui contestent les mesures sanitaires depuis 2 ans. Hein? Ils marchent ensemble. Nous, on marche avec des ultra-gauchistes. C'est un peu surréel. Oui, mais on est tous contre la même chose. Quelles sont les solutions que chacun apporte? Bien, on va sûrement se coltailler là-dessus. Là. C'est clair. C'est clair, puis je pense qu'en même temps, si ça arrivait, le gouvernement ne pourrait plus dire « vous m'avez élu majoritaire ». Parce que là, il sera conscient que c'est plus 1,5, c'est 30 qu'ils ne veulent même pas là. C'est parce que si tu dis il y a 20 ou 30 qui n'ont pas participé, qui ne sont pas allés voter, c'est comme des défaitistes. Hein? Bon, ben, vous ne voulez pas voter, ben, on va être élu, puis on va le faire pareil. C'est un peu ça. Mais si tu te rends voter pour annuler et que tu as une grosse masse critique, là, tu as un message qui est clair, qui est un message politique. C'est pour ça que je dis toujours, ce qui est un peu naïf, là, si on avait 30 de gens qui annulaient, puis que moi, je prônais ça, ben, je dirais que je suis le chef du parti des annulations. Tu as un certain leadership automatiquement. Ouais. Et ça peut fonctionner, effectivement. Si tu as une révolte, c'est comme ça que ça commence. Habituellement, tout le monde, quand la majorité décide de renverser le pouvoir, là, tu as une masse qui est visible. Tout à fait. En tant que tel. Diane Deschamps qui dit « Poilièvre, photo avec Bill Gates, donc 4,30 sous pour 1 pièce. » Bravo. Elle a bien vu les courriels qu'on diffuse. Parce que c'est important de le dire, Poilievre est un adepte de Davos comme plusieurs autres. Ça, c'est Lune Garand qui nous dit ça. Effectivement, tu ne peux pas être le chef du Parti conservateur, parce que ça va être lui, le chef du Parti conservateur. Là. Tu sais qu'il génère 2 millions juste avec les 10-11 candidatures qu'ils ont. Parce que chaque candidat doit produire 300 000 duquel on leur remet 100 000 s'ils sont acceptés. Ben oui, toi, c'est bien trop vrai. Donc, ils gardent 200 000 par tête de pipe. Donc, 2 millions, ça finance le premier congrès, puis l'année d'opération. Fait que tu vois, alors que Poilievre, s'il l'avait nommé par acclamation, ce qui aurait été pareil, ben, il n'y aurait pas eu 2 millions. Et générer les membres et tout le reste. Fait que c'est vraiment, un parti politique, c'est vraiment une machine de marketing. Comme un club de hockey comme les Canadiens, on l'a vu avec le décès de Guy Lafleur, hein, après l'avoir sous-payé et traité comme un moins que rien, ils s'en servent, ils se drapent de lui pour ses funérailles, pour dire « Ah, le Canadien ».
C'est une machine de marketing à générer de l'argent. Là, OK, c'est secondaire. Mais en politique, malheureusement, c'est la même chose. Parce que ceux qui contrôlent les politiques, c'est ceux qui sont les lobbyistes en haut, les grands financiers. Les gens que vous avez là dans les partis, c'est l'équivalent des joueurs de hockey. On se sert d'eux, on les manipule, c'est des marionnettes qui ont peut-être des intérêts on the side, ça se peut. Mais c'est une machine à marketing pour faire croire que vous avez votre mot à dire. Et on a la paix pour 4 ans pour vous faire ce qu'on veut. C'est quoi le pourcentage des politiciens qui s'en vont en politique, qui sont conscients qu'ils sont manipulés? Après 1 an ou 2, je dirais que c'est pas loin de 100 % OK, ouais. Ben écoute, tu l'apprends à tes dépens. Là. Ouais. Ceux qui sont naïfs, qui arrivent là, admettons que celle qui vient d'être élue dans Longueuil là, pour la CAQ, elle se battait contre le gouvernement de la CAQ en étant infirmière elle-même. C'est sûr que l'on n'a pas entendu parler depuis son élection. Elle n'est pas dans les tribunes. En fait, elle a paru hier ou ce matin là, pour dire qu'ils ont eu son service inaugurationnel. Là, pour, oui, mais je parle de politique. Là. Non, elle n'ira pas dire « Ah, ben monsieur Dubé, écoutez, je ne suis pas d'accord avec telle chose. » On n'a pas entendu ça, on ne l'entendra jamais. Alors, elle, déjà, est en train de se faire briefer sur « Voici, c'est quoi ta tâche? » Premièrement, on les tient tellement occupés que ça prend de l'énergie aussi. À un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. C'est voulu. Hein? On vous occupe avec des commissions. Après ça, on arrive avec des bonbons, des voyages, etc. Et c'est comme ça qu'on entretient un peu tout le monde, mais tout le monde n'est pas naïf, finit par s'apercevoir, coudonc, je suis venu en politique pour faire valoir mon point de vue, mais ça ira pas très loin. Ben, je pense qu'il y en a une qui a compris assez rapidement que la politique, elle avait plus d'influence à l'extérieur de la politique que de faire de la politique, puis c'est celle-là. Dorion. Dorion. Quitte Québec solidaire, elle ne se représentera pas, c'est terminé la politique. Ben, en fait, si c'est ça, tant mieux, là, c'est noble, mais on peut en douter. Cette jeune femme-là vient d'une famille de conservateurs, premièrement, donc elle était très politisée, une femme intelligente, mais dans un parti de gauche comme ça, quand tu arrives pour agir, tu fais quoi? Tu sais, eux autres, ils veulent peinturer les arbres en vert, là, puis mettre du gazon sur les trottoirs, mais ça donne pas grand-chose en bout de ligne. Et quand tu réalises pas grand-chose, ben, ou bien tu aimes ça, aller à Québec pour faire des cocktails puis ramasser des fonds. Faut pas croire que tout le monde aime ça, mais il y en a qui aiment ça. Parce que dans l'opposition, c'est ce que tu fais à temps plein. Tu ne peux pas réaliser de politique quand tu es dans l'opposition. Là. C'est sûr. Il y a juste le NPD là, qui est en train d'amener l'agenda à gauche encore plus à Ottawa parce qu'il y a un rôle de pouvoir ou de contre-pouvoir. Mais ça fait longtemps que c'est dans l'opposition, le NPD. Suzanne Charest qui nous dit « Je suis d'accord avec cela, annuler notre vote lorsque nous ne sommes pas d'accord avec le narratif bidon du gouvernement. » Donc, il y a quelque chose de cohérent au niveau de la pensée. Ça doit nous titiller. On peut ne pas être d'accord, mais il faut au moins réfléchir à cette dimension-là. Rose Patina, ça fait du bien d'avoir des bons commentaires. Elle nous dit « Ah, il devrait y avoir du monde plus que vous autres, plus de monde comme vous deux. » En parlant de nous, parce que l'émission, semble-t-il, répond à un besoin énorme. On est sûr que c'est basé sur des faits. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment ça l'objectif en bout de ligne. C'est pas de dire quoi faire autant que de dire, ben nous, notre perception, c'est la suivante. Et j'espère qu'on éclaire votre compréhension de la chose, surtout la chose politique, parce que ça m'intéresse plus. En fait, en terminant, il y a Colette Lapierre qui dit « J'aime mieux annuler mon vote en votant pour l'Union fait la force. » Hein, Union fait la force, ça revient régulièrement. Oui, mais en même temps, sérieusement. C'est pas un slogan, là, c'est un parti. Là. Mais c'est ça que je me demande. Je me pose vraiment la question. Moi, j'appelle ça des clubs Facebook. Est-ce vraiment un parti? Parce qu'il y a une page Facebook, mais je pense pas qu'il soit incorporé comme étant un parti. C'est secondaire. C'est secondaire. Moi, je comprends que c'est secondaire, mais il faut quand même donner la bonne information. Si c'est pas un parti, c'est pas un parti. Ben, on invite les gens d'Union fait la force. M. Desrochers qui nous écrit souvent pour dire « Faut voter Union fait la force ». Ben, donnez-nous ces informations-là. On veut savoir, êtes-vous un parti officiel? Et c'est pas le seul. Hein? Il y en a d'autres aussi, démocratie directe. Tout le monde nous pose cette question-là. Elle revient régulièrement. Union nationale. Les gens qui avaient enregistré le nom me disaient, lorsque j'ai fait une conférence, « Hey, on a le nom. » Je dis, « Oui, vous avez 2 problèmes. Vous êtes 0, hein? Vous avez juste un nom. Puis deuxièmement, ce nom-là est tellement chargé d'histoire que vous allez passer votre temps à vous défendre sur quelque chose que vous n'avez aucun contrôle. Les années 40, 50 au Québec, c'est complètement absurde. Là. Tu t'en vas pas prendre un vieux nom pour dire on part à neuf. Là. Fait que ça n'a pas levé et on voit pourquoi. Le Parti conservateur du Québec, l'idée, c'était de prendre un principe philosophique conservateur, donc en politique, c'est très important, et d'en faire un parti politique. Donc, tu ne prends pas un vieux nom pour essayer de le raviver.
Tu te dis, non, il y a une logique derrière ça. Ouais, ouais. Malheureusement, il aurait dû s'appeler libertarien avec le chef qu'ils ont actuellement, mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Non, s'il vous plaît. Ensuite, on a commencé à parler du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'identifie comme le discernement des esprits. On parle d'une guerre spirituelle dans laquelle on est. Je pense que tout le monde est conscient pas mal depuis 2 ans. Si vous pensez que c'est pas spirituel, ben, je vous demande de m'expliquer comment se fait-il que la planète a réagi comme elle a réagi en concédant tous ses droits et libertés dans le temps de le dire. Hey, c'est l'Occident, il y a du monde éduqué là-dedans. Là. Ouais. Puis ils ont des médecins, des avocats, des entrepreneurs, ils ont tous laissé ça en disant c'est comme ça, sans qu'il y ait un fondement scientifique à une vraie pandémie. Si c'est pas spirituel, il y a quelqu'un qui est solide en maudit derrière ça. Là. Alors, il y a un esprit du mal qui est omniprésent. Je pense qu'on est dans des temps apocalyptiques depuis 2020, juste par cette perception-là. Il y a Jacinthe Vigent qui nous dit « Nous faisons partie d'un combat spirituel à la condition de connaître l'ennemi. » Donc ça, c'est important de dire spirituel, oui, mais pas dans les airs. Hein, les nouvel âgeux là, qui disent hein, « La lumière, la force est en toi. » Perdez pas votre salive. Là. Dire ça puis 0, c'est pareil. La force est en toi. Une fois que je t'ai dit ça, une tape dans le dos, t'es pas rendu plus loin. Tandis que si je te dis qu'on est dans une guerre spirituelle, c'est le bien contre le mal, bien, automatiquement, on est obligé de définir qu'est-ce que le bien et le mal. Et non seulement le définir, mais prendre une position. Non, mais le définir, à l'école, ils n'enseignent pas ça fait longtemps. Non, je sais. Pourquoi? Parce que les athées, qui sont le fruit de plusieurs générations de marxisme dans l'éducation, là, on a détruit les fondements chrétiens en Occident chrétien et on se surprend aujourd'hui de voir que cette société-là est complètement à terre. Oui, mais une fois que tu le définis, ça t'oblige à prendre une position. Je comprends, mais le définir, c'est pas une petite tâche. Définitivement. Quelqu'un qui, ça fait très longtemps qu'il lit la Bible et qui a fait un cheminement, oui, c'est correct, là, je comprends, puis il ne pourra pas déroger, là. Même chose pour les êtres de lumière là, qui vont dire « Nous, c'est bien clair. » OK, tant mieux. Donc, ta prise de position, après ça, t'amène juste à voir comment tu es différent des autres. Parce qu'au Québec des années 50, où 80% des gens étaient chrétiens, en semble-t-il, ben, c'était facile d'avoir un échange commun sur des principes, parce que tout le monde avait la même éducation. Alors qu'une fois que c'est tombé, ça, tout le monde est égal à lui-même. Et il n'y a pas beaucoup d'éducation sur ces aspects-là. Et on nous demande aujourd'hui de prendre position sur le bien et le mal. Je serais étonné, j'aimerais ça vous lire là-dessus, qu'est-ce que vous pensez du bien et du mal et comment est-ce qu'on peut... Comment on le définit, justement. Comment on le définit, puis comment on prend position par rapport à ça. Absolument. Et continuer, lorsque vous arrivez pour voter, ça vous influence comment d'avoir fait un cheminement sur le bien et le mal? Quand tu viens pour voter pour quelqu'un, admettons que ta valeur, c'est la vie, hein, le respect de la vie, tu n'as pas le droit de tuer, OK, l'avortement, puis tu votes pareil, OK, comment tu vis avec ça? C'est facile de définir. Mais comme tu dis, prendre position, attention. Là. Ben, ça va même plus loin que ça. Si on l'a vécu avec cette pseudo-pandémie-là, il y en a qui se disent qu'ils sont contre l'avortement, mais ils sont prêts à prendre une injection dans laquelle on a des souches de bébés avortés. Et à un moment donné, il faut être cohérent avec ses convictions. De un, et tu es en train de t'avorter toi-même. Oui. De deux. Je vais peut-être rappeler le numéro de téléphone, Richard, qui est le 1-866-843-6869. 1-866-843-TOVOX. On peut prendre vos appels Bien aussi. Appelez-nous, on aimerait ça vous entendre sur le sujet d'aujourd'hui, là, sur le discernement des esprits. Marcel Brunet qui nous dit « Préserver notre conscience et nos valeurs contre un matérialisme artificiel ». Moi, je pense qu'un matérialisme, c'est aussi concret, là. C'est pas juste artificiel, mais ce qu'il veut sûrement dire, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers une virtualité de réalité. Et les pauvres enfants sont là-dedans, ils baignent déjà. Là. Tout ce qui est le metaverse. Hein, je voyais récemment une des vidéos par rapport à la conférence What's Next. Ouais. Donc, une vidéo intéressante sur des réunions chrétiennes en virtuel. Où là, tu as un casque et tu salues les gens comme si tu étais là. Écoute, ça s'en vient, là. Et quand cette réalité-là va être difficile à percevoir, parce que la technologie commence à être assez bien développée, où là, tu vas voir dans ton casque la réalité d'être sur place. Attention, là, les gens vont comme déconnecter sur la réalité concrète. Et on le voit de plus en plus. Ça fait 2 ans que moi, je n'arrive pas à me réunir avec des gens. Je faisais ça dans les restaurants 5 à 10 fois par semaine.
Et là, depuis 2 ans, c'est tout un impossible. budget de restauration. Oui, effectivement. Pauvres restaurants, ils ont perdu cet argent-là. Mais je suis très heureux d'avoir économisé cet argent-là. Mais il n'y a plus de contact humain. Alors, c'est facile de tomber dans le virtuel et de s'y complaire. Et ça, c'est le danger qui nous guette par rapport à un combat spirituel, par rapport à quelque chose qui est un matérialisme qui nous est créé et qui détruit nos capacités de pouvoir échanger là-dedans. Des enfants qui jouent dans la rue ou dans la cour, dans le bois, là, c'est concret. Mais si tu travailles, tu es toujours en relation sur ton téléphone, ben, tu n'as plus le même développement social que tu aurais eu autrement. C'est clair. On peut peut-être continuer après la pause du premier segment, parce qu'on a déjà fini notre premier segment, Richard, avec des sujets qui sont palpitants. Merci de maintenir le temps. À plus. Et on poursuit notre émission palpitante, comme d'habitude. Hein? Les gens aiment beaucoup le fait qu'on soit en échange. C'était un peu comme ça qu'on a parti l'idée de l'émission. C'était, on se parle nous autres régulièrement. Ouais. On échange comme si on était devant un bon repas. Ben, faisons-le avec la participation des gens. Et je pense que la formule est bien appréciée. Ouais. Comment contester l'identité numérique individuelle? Ça, c'est Gaëtan Gauthier qui nous pose la question. Donc, les gens se disent, bon, on va arriver là-dedans. Tout le monde veut des solutions. Ça, c'est le problème. Hein? C'est qu'on veut des solutions un peu à des situations qui nous dépassent et on pense qu'un coup de baguette et ça va être réglé. Bien, je vous annonce que ceux qui vont vous arriver avec des solutions miracles ou des sauveurs, là, comme Elon Musk, là, il y en a beaucoup qui voient ça comme étant la 7e merveille du monde. Attention, parce qu'on le sait qu'à l'Apocalypse, le diable va être celui qui va arriver avec les solutions humaines terrestres. Ouais. Donc, c'est notre sauveur qui va devenir notre bourreau. Et on a déjà commencé à le voir un peu avec les injections et tout le reste, où on veut sauver votre santé en la pourrissant. Tu penses quoi, parce que tu parles d'Elon Musk, tu penses quoi de cette transaction-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient, comme tu dis, comme un sauveur. Mais on oublie que tu n'es pas rendu l'homme le plus riche au monde sans avoir peut-être fait certains compromis dans ta vie. Moi, je l'appelle Elon Musk. Tu le dis assez vite, ça sonne pareil. Non, mais l'idée, je suis entièrement d'accord avec toi. N'oubliez pas que ce gars-là veut faire des puces à vous intégrer dans le cerveau. Donc, lui, dans le transhumanisme, là, il est là à 100%. Oui, puis il n'y a aucune législation dans l'espace, puis il n'arrête pas d'envoyer des fusées parce qu'il veut gérer justement le futur peut-être 5G ou Internet spatial. Il y a une grande course actuellement sur l'espace pour contrôler justement tous les satellites qui nous contrôlent sur Terre. Exactement, c'est ça. Alors, c'est un mondialiste comme Trump est un mondialiste, comme Poutine est un mondialiste. Donc, arrêtez de voir des sauveurs parce qu'ils ont des moyens surhumains par rapport à nos moyens à nous. Parce que ceux comme on disait tout à l'heure, comme Gaëtan Gauthier qui dit « Comment je vais faire quand moi, je vais être confronté à l'identité numérique? Ouais. » Je prenais l'exemple il n'y a pas longtemps du permis de conduire. C'est sûr que tu es confronté, là. Mais ça, c'est toi par rapport à un enjeu qui est mondial et qui demande des moyens énormes. Pour revenir à Elon Musk, lui, c'est l'inverse. Il y a des moyens démesurés, mais il y a des stratégies sont-elles pour le mieux? Hein? Une photo que je diffuse qui est comme ça, là. Et prenez pas cette photo-là pour dire que je fais ça, là. C'est un exemple. Je parle à Pierre Blanchette, là, qui se sert de ces affaires-là. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand tu vois ce gars-là qui pose comme ça, ben, il y a une raison d'être. Hein? Il montre les petites cornes, etc., pour pouvoir dire, on vous l'a dit d'avance. Tu sais, combien de bouches tu nourris avec 44 milliards? 44 milliards, mais ils ne sont pas là pour aider la population. Donc, le bien et le mal, dont on parlait tout à l'heure. Exactement, c'est ce que je dis. Lui, il va dire, ben, on est dans une économie, je suis dans une réalité économique, et si je ne fais pas ça, je n'irai pas... S'il donne 44 milliards pour nourrir des gens, ça va durer le temps qu'ils sont nourris. Non, mais je veux dire, ce gars-là, il n'a pas fait une œuvre charitable en achetant Twitter juste pour le fun. Là, il y avait un plan en arrière de la tête. T'achètes pas une entreprise de cette... Puis tu donnes pas 20% de plus que ce que ça vaut dans les stock options juste pour le fun. Là. C'est parce que tu as une idée en arrière de la tête puis tu sais que what's in it for me. Là. C'est très habile de sa part de faire ça parce que c'est un levier important. Ouais.
Et on a vu toute la censure pour ceux qui pensaient qu'à l'époque où la chrétienté était omniprésente, qui vivaient dans la censure, là, ben, la censure, depuis 20 ans, on y goûte. Hein? Depuis 2 ans, c'est l'horreur. Donc, Twitter, écoute, tu n'as pas le droit de dire rien à peu près, là, qui n'est pas dans l'agenda du narratif. Facebook, oubliez ça, c'est interdit à 100%. Alors, s'ils récupèrent ça au nom de la liberté d'expression, là, c'est du libertarianisme. Ouais. C'est ça Éric Duhem, c'est ça Maxime Bernier, c'est ça Pierre Poilievre. Si ta liberté s'arrête où la mienne. Ça, c'est de la bullshit. La réalité, c'est que tu as le droit de dire n'importe quoi. OK? Tu as le droit de rire des handicapés, puis tu as le droit de faire un paquet de choses. C'est pas à moi à t'empêcher. C'est pas vrai, ça. La liberté, elle est la conséquence de la vérité. Donc, si tu vis dans la vérité, ben, tu as besoin de t'asseoir sur des principes solides, et ça, c'est là que la civilisation chrétienne rentre en ligne de compte. Et là, il y a un tout qui se tient, et c'est évident que dans une société moralement bien saine, tu vas avoir des règles à suivre. Tu ne peux pas dire c'est le free for all, tu as le droit de dire ce que tu veux. Surtout avec des moyens technologiques comme on a aujourd'hui avec l'Internet et tout le reste. Alors, quand lui prône qu'il va libérer le petit oiseau de la cage, là, c'est cute, mais ça risque d'être encore dans une optique. Et tant mieux qu'il le fasse maintenant parce que il y a 2 choses. Hein. Twitter ne fait pas d'argent, il perd de l'argent depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas pris le modèle marketing que Facebook a fait, où ils utilisent toutes vos habitudes contre vous-même, ou à peu près. C'est très payant. Donc, Twitter est beaucoup plus dans l'information et beaucoup moins censuré déjà. Donc, avait une ouverture par rapport à... C'est une plateforme que moi, je favorise beaucoup pour diffuser de l'information. Alors, s'il la libéralise, ben, il y a un côté bénéfique à ça, à la condition que les gens qui diffusent soient dans un cadre intelligent aussi. Il ne faut pas que ça devienne une machine à propagande d'excès non plus de la société. Alors, on verra comment ça va aller. Mais ceux qui attendent ça comme étant on va régler tous les problèmes de la société, je ne pense pas que ça va se faire non plus. Denise Coderre qui nous dit on est dans le processus de l'accomplissement de l'Apocalypse. Une belle formule pour dire dans quelle situation on est. L'Apocalypse, c'est un grand mot. Là. C'est une période très, très douloureuse dans ce que la Bible nous enseigne, dans l'histoire. Donc, on est quand même dans quelque chose qui nous montre un avant-goût. Donc, les injections, on touche toute la population presque mondiale. L'identifiant numérique, on veut toucher les individus. Et on sait que la coercition, donc on va nous forcer à le faire éventuellement. On approche tranquillement de la marque de la bête, là. Et la marque de la bête, c'est un mystère, sauf que le système qui y vient, ben on comprend bien que c'est le contrôle de l'humanité. Alors, on est là-dedans aussi. Là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est écrit dans la Bible. On s'en va vers ça. Comme tu dis, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'implantation de ce système-là qui va nous conduire à, ultimement, avoir la marque de la bête, la marque qui va nous permettre d'acheter, de vendre, puis de continuer à vivre avec un semblant de normalité. Mais si tu n'as pas ça, tu vas vivre en marge de la société aujourd'hui. Ben, ceux qui disent « Ah ben moi, ça va être non ». Oui, mais vas-tu être capable de dire non? Hein, on l'a vu avec les injections pour ceux qui étaient employés. C'est que si tu perds ton emploi, il y en a beaucoup qui ont concédé là-dessus. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi, je suis contre, mais je l'ai pris à cause... » Oui, mais tu es pris pareil avec les conséquences. Et on ne les connaît pas toutes, les conséquences, mais ce qui a été prévu avant même les injections, prenons Luc Montagnier, prix Nobel, qui est décédé aujourd'hui, qui nous disait « Êtes-vous sérieux, là? Vous allez prendre ça? Les conséquences vont être sur des années et ça va créer un génocide mondial. » Alors, si les gens meurent, et on en a vu beaucoup depuis ce temps-là, si ça ne vous énerve pas encore, je ne sais pas ce que ça va vous prendre, mais ça risque d'être de pire en pire. Donc ça, ce côté-là, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se sont sentis obligés. Mais beaucoup de monde ont aussi dit non et ont tout changé leur mode de vie. Tant mieux. Tu as raison, moi je connais des artistes. Des artistes que ça fait 2 ans qui ont 0 revenu qui rentre dans leur domicile, 0 revenu, puis qui continuent encore aujourd'hui à annuler des dates de spectacle, à ne pas s'afficher, à volontairement dire « je ne sors pas du pays ». Il y en a qui pourraient faire des tournées en France présentement. Ils n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas injectés. Ils veulent pas, c'est ça, ils ne peuvent pas voyager, puis ils acceptent de vivre comme ça. Puis quand tu dis, là, plus les taux se resserrent, plus on sépare des enfants des adultes, il y en a qui sont prêts à vivre puis se tenir debout pour leurs convictions, puis il y en a que quand ça commence à sentir trop le brûler dans la cuisine, mais... Apocalypse, ça veut dire révélation. Oui. Depuis 2020, révélation du bien et du mal.
Le mal, c'est dur pour ceux qui s'y attendaient pas. Moi, ça fait longtemps que je vois ça venir, toi aussi. Mais ceux qui viennent de se réveiller en 2020, de dire, oh, t'es un peu, là, on voit la bête physiquement. Oui. Macron qui nous disait la bête de l'événement est là. Imagine-toi, le président de la France. Alors, si c'est la révélation du mal, il y a la révélation du bien qui est très, très, très souhaitable et qui est une réalité. Et on le voit. Ça donne l'émission qu'on a ici. Ouais. Et ça permet à Théovox de parler de chrétienté de façon très ouverte. On ne soit pas de bêtises tant que ça. Non, mais en même temps, on parle de révélation du bien. Moi, je pense que, parce que le thème, là, c'est discernement des esprits, il n'est possible que de discerner le bien, le mal, les esprits, le discernement des esprits, ça passe par une relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as même pas la balance pour pouvoir être capable de discerner des esprits. Ben, les nouvelles âgeux vont vous dire que oui, parce que les autres sont les esprits, là, c'est les anges et tout ça. Mais c'est un ramassis. En fait, tout ce qui est solide dans tout ce qui n'est pas chrétien vient de la chrétienté. Et je dirais même que les religions, les religions qui ont un seul Dieu sont aussi faites à partir de la chrétienté. Je dirais en réaction. En réaction. Ben oui, j'aime mieux réaction parce que c'est plus Oui, une imitation d'une séduction, mais qui n'est pas la réalité. Non, je comprends, mais c'est une réaction. Mais c'est basé sur quelque chose qui est solide, qui est la chrétienté. Et on essaie maintenant de nous dire que ça n'existe pas, la chrétienté. En fait, c'est basé sur une demi-vérité. Pour la demi-vérité, c'est remplacer un mensonge. sur le mensonge, effectivement. Donc, on revient toujours à la même chose. Ouais. C'est que c'est la vérité qui est notre socle. Ouais. Et après ça, là, tu me parleras de liberté. Oui, je vais comprendre, mais la vérité est importante. Là. Oui, mais moi, je veux apporter une nuance parce que tu me parles de la vérité. Il y en a des gens qui vont se créer leur propre vérité, puis eux, ils vont dire qu'eux autres, ils marchent dans la vérité. Je mens pas, je suis une bonne personne, je sac pas, je vole pas mon voisin, puis je marche dans la vérité. Oh non, la vérité dont il est question ici, là, parce que je veux que les gens puissent allumer puis se faire une... Ça, c'est bon. Mais la vérité ultime, par-dessus de tout ça, c'est Jésus-Christ. Il y a une vérité. C'est ça. Alors, ceux qui se disent « ma vérité, ta vérité », c'est des libéraux en partant. Là. S'ils ne savent pas, je vous leur annonce. Et c'est là le problème. Le verre est dans la pomme depuis très longtemps. Là. Le libéralisme a créé la situation dans laquelle on est, où on a de la misère à avoir des repères. Et quand les institutions ont été libéralisées, bien, ça donne aujourd'hui le désastre qu'on vit. Là, on voit qu'on n'a plus confiance en nos propres institutions. Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu te pars un hôpital ou tu te pars une école? Ça n'a aucun sens. Ouais. Hein? L'école maison, c'est déjà un moyen. Je vois juste un commentaire, Richard, puis c'est Loulou Baba qui, sur YouTube qui nous dit « Vous ferez une petite recherche sur la maman d'Elon Musk, vous allez avoir peur. Connaissez-vous Marina Abramovic? » Moi, j'invite Loulou Baba de nous envoyer à info@theovox.tv peut-être les informations sur la maman d'Elon Musk. J'aimerais ça, moi, lire personnellement là-dessus, puis peut-être... Si c'est relié à Abramovic, on sait que c'est une sataniste là, qui boit du sang humain et tout le reste. Là. C'est très populaire dans ce coin-là. Donc, oui, effectivement, allons-y. Manon Labelle qui nous demande, allez-vous embarquer, Jean-François et Richard, dans l'identité numérique? Je pense que poser la question, j'y réponds. J'y réponds. On essaye de vous expliquer que c'est ça, le début de la marque de la bête. Est-ce que c'est, une fois qu'on l'a dit, c'est réglé, j'en veux pas? Ça ne sera pas facile comme ça. Non. Et les conséquences de dire non, on prenait l'exemple de l'opération où tu refuses les tests, donc tu ne rentres pas, tu ne te fais pas opérer. Bien, ça va être de plus en plus ça, mais les ramifications vont être importantes avec l'identité numérique. On ne touche plus juste à la santé, on touche à toute votre administration gouvernementale ou étatique. Donc, permis de conduire, éducation, santé, tout va être là-dedans. Et si on n'est pas dedans, on va être rejeté. Et je vous annonce que si on est des exclus de la société, c'est pas long, une fois qu'on dans le plan, une fois qu'on est isolé, bien, on nous met une étiquette et on est fait. C'est notre propre beau-frère qui va nous dénoncer à la police en disant « il n'est pas dans le système ». Et là, tu vas être pris à te battre dans une société qui va t'avoir identifié comme l'ennemi. Et c'est ceux qui ne croyaient pas ça, on l'a vécu avec le masque. Ceux qui ne portent pas le masque se font engueuler, se font battre. C'est physique, la rage. Là, j'ai vu des endroits aux États-Unis où ils n'ont plus le port du masque. Là, tu as un client masqué qui rentre, qui veut se battre avec les gens qui refusent de porter des masques. Là, tu es là, tu dis, on va la perdre. Mais la volonté étant de faire une guerre civile, c'est comme ça que tu crées la zizanie. Hein, tu divises pour régner. Ils sont en train de réussir. Alors, c'est non. Je pense que nous, on est contre l'identifiant numérique. Mais c'est un incontournable. Mais en même temps, on parle souvent de posture, de conviction. Ça va avec tes convictions. Moi, je me verrais mal
dire quelque chose puis agir sur le contraire. Tu sais. Je peux pas rentrer là-dedans. Si tu es dans la vérité, tu peux pas. Exactement. Alors ça, c'est un avantage. C'est facile d'être dans la vérité. Oui. Hein? C'est facile au sens où tu n'as pas de casse à la tête. Ce qui est difficile, c'est les conséquences matérielles. Hein? L'entourage, les relations sociales, le travail, comment on gagne notre pain, comment on paye nos hypothèques, etc. Ouais. Hein? Si tu n'es pas dans le système, tu ne pourras pas aller te prendre une hypothèque. Et ultimement, tu ne pourras pas t'acheter un pain, etc. J'ai eu une pensée hier. J'ai écrit à l'occasion, j'ai écrit un bouquin, mais j'avais une pensée hier sur... parce qu'on parlait de What's Next. What's Next, c'est une conférence dans laquelle tu es un porte-parole, tu es un conférencier, et moi aussi. Et moi, quelle thématique qu'ils t'ont donné, je me souviens juste plus, peut-être le dire. Tu te souviens pas toi non plus, ça va pas bien avec ton sujet. Moi, ils m'ont donné le sujet sur l'apostasie, puis l'apostasie dans l'Église. Puis hier, j'avais une pensée qui va en corrélation avec ce dont on parle. Je disais que l'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de l'Église sur des débats sociétaux qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, alimente le feu de la consécration. Et je trouvais que c'est vrai. Pourquoi que l'Église est rentrée dans une apostasie? Ben, l'Église est rentrée dans une apostasie parce qu'elle a cessé de prendre des positions pour le bien dans notre société, puis ça le soustrait le feu qui alimentait cette Église-là auparavant à sortir publiquement pour des débats sociétaux. Est-ce qu'ils sont subventionnés, les églises? Ben oui. S'ils sont subventionnés, les subventions ne sont pas arrivées pour rien. Elles sont arrivées pour préparer le terrain. Et quand on est arrivé avec les obligations sanitaires, on a dit, vous ne respectez pas, on va vous couper vos subventions. Ça n'a pas été long que tout le monde a embarqué. Ouais. Alors, on voit que c'est un peu la façon de l'approcher. Je blaguais, c'est le mondialisme, en fait, politique, là, par rapport, justement, à l'impact avec l'Église et tout le reste. Alors, j'en ferai partie comme toi, naturellement. Juste pour terminer rapidement, l'heure est totalement à la prise de parole. Ça, c'est intéressant. Pascal Aubry qui nous dit, c'est bien beau de dire, écoute, c'est incontournable, ça sent la fin, etc. C'est désespérant. Oui, mais il faut prendre parole minimalement. Et prendre la parole, c'était peut-être plus simple dans les années 60. Aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Tellement. Parce que si dans le travail, tu dis, moi, je suis contre le port du masque, ben, attends-toi des représailles. Et même chez les gens qui sont pas mal de notre côté, souvent, on a de la misère à argumenter. Donc, prendre la parole, ça veut aussi dire structurer dans la raison notre capacité de débattre de sujets. Et ça, c'est pas facile. Et si tu ajoutes la foi à ça, parce que foi et raison, c'est la clé pour ceux qui veulent justement traiter de la situation réelle, politique, économique qu'on vit par rapport à une guerre spirituelle, ben, si tu ne fais pas le lien entre la foi et la raison, tu vas avoir de la misère. Ceux qui n'ont pas la foi sont très anxieux et très désespérés actuellement. Et ceux qui pensaient que ça durerait 2 semaines, ça fait plus de 2 ans maintenant. Il y en a qui me disent, j'ai hâte que ça finisse. Oui, mais le plan, c'est 10 ans. Donc, planifie 10 ans, puis tant mieux si ça dure 6. Mais en bout de ligne, il va falloir qu'on comprenne un petit peu plus, parce qu'il faut expliquer à nos enfants pourquoi ne pas se faire injecter, par exemple. Hein, ça va être un combat quotidien pour eux, là. L'enfant va arriver à 18 ans, puis il va dire, ben là, maintenant, je suis assez vieux, je suis capable de décider par moi-même, puis il va s'injecter. Il faut travailler l'éducation, il faut développer l'argumentaire. Et moi, je vous invite à réfléchir comme ça, en partant de base. Et le reste de l'émission et les prochaines émissions, on va travailler avec des concepts, oui, mais surtout avec des réalités qui touchent les gens, soit en éducation, en santé. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec un fondement à tout ça. Et en bout de ligne, si ça vous permet d'arriver et de dire « je comprends mieux la situation », bien, vous allez être capable de la verbaliser. Et si ça suscite des questions, bien, ça va nous faire plaisir d'en discuter et aussi de faire venir des invités qui vont pouvoir approfondir, comme tu le fais à l'émission Théovox Actualité le jeudi soir. Absolument. Alors, l'heure est totalement à la prise de parole. Refuser de participer à ce système inique et malsain, oui. Et comment on le fait? Donc, le comment est la déclinaison dans le travail, la société, la famille, etc. Les histoires d'horreur qu'on entend, il y a beaucoup de problèmes partout, là. On dirait que c'est l'éléphant dans la pièce. On dirait que personne ne veut trop brasser parce que si on le réveille et il se met à tout détruire, on est mieux être patient de ce côté-là. L'avortement a privé notre nation de renouvellement de sa population. Marc Dufour qui nous dit ça. Effectivement, on voit des réalités au niveau de l'immigration. On voit des réalités de manque de main-d'œuvre, etc. Ben, je distribuais hier sur Twitter la cause numéro 1 de décès
aux États-Unis, hein, sous forme de questionnaire. Et là, tout le monde disait, c'est sûr, c'est les armes à feu. Et non, les armes à feu, pour un meurtre par arme à feu, ben, tu as 1700 avortements. Ouais. Alors, c'est l'avortement qui a été le problème majeur. Et ça fait 30 ans qu'on fait semblant que cet éléphant-là n'existe pas. Et on en est même rendu aujourd'hui à dire que c'est une valeur de notre société. Ça, c'est le gouvernement qui est en place. Et je lance la balle même au gouvernement d'Harper qui n'a rien fait contre l'avortement pendant les 10 ans qu'il était au pouvoir, alors qu'à l'époque, quand on a lancé le nouveau Parti conservateur du Canada, ça faisait partie des enjeux. Absolument. Je veux juste rappeler aux gens que la ligne fonctionne bien. Vous pouvez téléphoner avec le 1-866-843-6869, 1-866-843-6869 ou encore juste 1-866-THEOVOX. Donc, la ligne, apparemment, qu'il y a eu peut-être des petits problèmes. Elle est rétablie. Vous pouvez nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de vous entendre aujourd'hui sur le sujet, notamment des discernements des esprits. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On aime ça vous entendre. On aime ça dialoguer, discuter avec vous puis entendre vos commentaires. Excellent. Bon message communautaire. Juste avant de terminer ce segment-ci, il reste quelques minutes. Je vais juste revenir sur l'aspect politique parce qu'il y a des petites nouvelles quand même intéressantes. Je l'ai effleuré tout à l'heure. Oui. Et on reviendra en troisième partie avec le sujet des fondements politiques, justement, du discernement des esprits. Il y a eu la réélection d'Emmanuel Macron qui brassait pas mal. T'as entendu son discours de fin? Je ne suis pas capable de l'écouter, ce gars-là. Là. Non, mais en fait, ce qu'il disait, il remerciait les gens. Parce que je pense qu'il était... je vais faire attention à ce que je veux dire, là. Je vais le verbaliser comme ça. Je pense qu'il est conscient qu'il n'y a pas grand monde qui le voulait là pour une deuxième élection. Puis je sais qu'ils sont... C'est un employé des Rothschild. Je comprends, mais je veux juste dire, laisse-moi terminer. Ce qu'il disait, il disait, je veux remercier les gens qui ont voté pour moi pour stopper l'extrême droite. Okay. C'est ça qu'il a dit dans son discours. L'extrême droite, Marine Le Pen? Marine Le Pen, c'est ça. Si elle, c'est pas le libéralisme pur, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est complètement ridicule, cette affaire-là. Juste de laisser les médias nous dire que l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, c'est déjà une insulte à l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe nos connaissances pour être capable de dire « je change de poste ». Ils me remplissent avec des mensonges. C'est des mensonges. L'extrême droite, c'est pas ça, là. Alors, est-ce que son père était dans l'extrême droite? Bien, à une époque, c'était peut-être plus près, mais c'était un autre contexte complètement. Ouais. Et il s'attaquait, je pense, aux Maghrébins, etc. Donc, c'était un autre complètement... Elle est totalement libérale. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lances des roches à l'autre. C'est ça de l'opposition contrôlée. C'est que tu contrôles l'agenda, qui est totalement libéral, et au pire, si on l'échappe et est élu, ben, ça va être le même agenda. Mais tu contrôles l'agenda, mais tu contrôles aussi la naïveté des gens, parce que pour les gens, l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, puis c'est Donald Trump. Ça ne veut rien dire. Tu demanderais à n'importe qui de te définir, il ne saurait même pas quoi dire. On a M. Gagnon en ligne. Ah, parfait. On va prendre M. Gagnon un instant. Bonjour, M. Gagnon. Oui, allô? M. Gagnon. Peut-être qu'il est sur mute. Oui. Ah, le voilà. Bonjour, ça va bien? Bonjour, mon nom, c'est pas M. Gagnon. Non? Vous avez gagné? C'est Martineau. OK. Ben, ça nous fait plaisir, M. Martineau. Bonjour. On n'a pas voulu vous rebaptiser. OK, ça fait plaisir. Allez-y. Hey, ça fait longtemps que je vous écoute, vous autres, puis j'aime bien ça. J'aime ça, la vérité qui choque, moi. Parfait. C'est ça. On fait ça pour vous, puis on aime ça. J'aime ça, je suis à terre. C'est parfait, ça. Avez-vous une question pour nous? Écoute, pour l'affaire d'Éric Duhem, là, oui. J'ai pensé même voter pour lui, le seul, mais vous m'avez fait réfléchir sur l'avortement, puis sur le libertarien de droite, là, d'Éric Duhem. Puis je m'ai posé la question, moi je suis chrétien depuis 35 ans, puis même le gars, son orientation sexuelle m'est pas favorable en tant que chrétien. Puis là, écoutez, vous avez fait déborder le vase là avec l'avortement. Puis je suis convaincu et je voterai pas. Je vais annuler mon vote, c'est certain. Puis je voterai pas. Il n'y a pas personne qui fait mon affaire. Mais je voulais dire aussi concernant ce qui se passe pour la marque de la bête qui s'en vient. Il n'y a rien à faire. La question est posée, qu'est-ce que vous allez faire, là? Il n'y a rien à faire. On peut pas embarquer là-dedans, puis on va être obligé de subir. On n'aura pas le choix. À moins
qu'il y aurait un miracle, puis Jésus-Christ revient chercher l'Église. Ça, je crois pas. Je crois, moi, qu'on va passer par les tribulations. Peut-être pas toutes, mais au moins, on va y goûter. Puis, mais il y a une chose que je veux pas oublier de dire, là. Où l'Église dans tout ça? L'Église, ils sont couchés. Ils en ont même pas profité pour évangéliser dans les rues. C'était le meilleur moyen pour aller récolter. Puis ils sont tous fermés à la gueule. Puis la plupart, ils ont tout embarqué dans le narratif du gouvernement. Ils sont tous pliés. Moi, j'étais allé à l'église puis je demandais ils demandent encore le masque. Puis écoute, je rentrais, puis j'écoute, j'en mets pas de masque, puis je respecterai pas ça. J'embarquerai pas là-dedans, ça va contre mes convictions. Puis écoute, je vais être obligé de faire face à la machine. Puis quand tu parlais des camps de concentration qu'il va y avoir pour les récalcitrants, ils sont en construction. J'ai un petit fils qui travaille en construction, puis il est en train de les construire ici au Québec. Fait que vous et moi, on va se voir là-bas, c'est ça? Ils vont devoir m'ouvrir une place, puis m'en venger avec un arme. On va s'acheter pour faire une guerre civile. Mais ça, je peux pas. Je vais aller contre ma foi. On va s'acheter des jeux de cartes. Je vais être obligé de subir. Je pense que c'est de travailler dans le sens pour ton âme, point la ligne. Ça s'arrête là. Le message est bien reçu, Jean-Marc. Mon âme est plus important, puis ça fait 35 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis c'est pour sauver mon âme, puis pour être auprès dans le royaume un jour. Excellent. Merci. Puis ce ne sera pas le temps de faire une guerre civile. Merci. Une guerre civile, merci puis beaucoup. participer à ça. Merci, Jean-Marc, de votre intervention. C'est très apprécié. C'est vraiment apprécié. Je veux juste rappeler le numéro de téléphone parce que j'ai vu dans le chat passer Guylaine Dupont qui demandait le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone pour nous appeler, c'est le 1-866-843-6869, 1-866-843-6869. On va attendre vos appels lors du troisième segment qu'on lance. On va à la pause pour le troisième segment. Alors, merci Jean-Marc. On continue le troisième segment, mais Jean-Marc a téléphoné qui nous disait beaucoup de choses. Bravo pour sa foi et tout le reste, mais c'est quand même étonnant qu'il vienne de découvrir qu'Éric Duhem est pour l'avortement. C'est quand même étonnant qu'il vienne de découvrir l'orientation sexuelle d'Éric Duhem et le fait qu'il va libéraliser à peu près tout. Donc, avec Éric Duhem, c'est pas le Parti conservateur, c'est le Parti libertarien, c'est-à-dire que les mœurs sont libéralisées complètement. On n'intervient plus dans rien. Oui, on veut moins d'État, donc au niveau économique, c'est positif. Mais Jean-Marc est la preuve que s'il n'écoute pas cette émission ici, il n'est pas au courant. Parce qu'il y a une stratégie de mensonges dans les médias et de mensonges dans les gouvernements, dans les partis politiques. Mais ça revient à ce qu'on se dit à chaque semaine, Richard. On a un devoir. Écoute, donner un vote à quelqu'un, c'est quelque chose d'important. On met en élection, on élit quelqu'un pour les 4 prochaines années qui va nous représenter. Je pense qu'on a un devoir de pas juste le regarder à TV puis croire, on a un devoir de pas juste le regarder à TV comme les personnes plus âgées diraient. On a un devoir de se renseigner sur c'est qui l'individu, c'est quoi son plan de match, c'est quoi son plan de parti, c'est quoi ses positions par rapport à... Même si tu fais ça, tu vas être endormi. Tu comprends? Non. C'est bien de le faire, mais ils ne te diront pas tout dans ce qu'ils vont présenter. Oui, mais Jean-Marc a dévoilé quelque chose que la plupart des communs des mortels ne savent peut-être pas. Là. Les chrétiens ne sont peut-être pas tous au courant de l'orientation sexuelle de M. Duhem. Est-ce que je veux dire, c'est une fois que tu le sais, tu as une décision à prendre. Est-ce que je vote pour quelqu'un qui vient là? Oui, mais l'avortement, c'est comme numéro 1. Je comprends que l'avortement, mais il y a quand même d'autres choses aussi. Là, la Bible est claire sur ça. Mais c'est pas écrit dans leur programme. Nous, on est pour l'avortement. C'est ça que je veux dire. C'est que même si tu fais tes devoirs, tu risques d'être perdu dans une multitude d'informations et les médias te diffusent beaucoup d'informations qui n'ont pas rapport.
Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux le savoir si quelqu'un est pro-avortement ou contre l'avortement. Là. Faut que tu fasses un devoir. Faut que tu fasses tes devoirs. C'est ce que je dis. Les gens ont un devoir à faire. Ouais. C'est d'avant d'élire quelqu'un, ils doivent se creuser, aller chercher plus loin sur c'est qui l'individu en question. C'est quoi ses croyances. Aujourd'hui, écoute, on a eu la madame là, de Québec solidaire qui a les cheveux longs, là, j'oublie son nom, là. Québec solidaire, je ne connais pas. Non, mais oui, tu la connais, là, elle est assez âgée, là. C'est elle qui était dans le parti. En tout cas, bref. Manon Massé, qui disait à un moment donné, c'est ça encore, aujourd'hui, tous les candidats qui se présentent devraient tous être pro-choix, il ne devrait pas avoir aucun candidat pro-vie. C'est elle qui a déclaré ça. Fait que de sa déclaration, on est capable de creuser un peu plus loin et de dire, attends une minute, là, il y a quelqu'un qui se présente le Parti conservateur du Québec, est-ce qu'il est pro-vie ou est-ce qu'il est pro-choix? Puis là, une donnée que l'auditeur a donnée, c'est quoi? Pro-avortement. Pro-avortement. Est-ce que, avec l'autre donnée que l'auditeur a donnée, c'est quoi sa position sur le mariage de même sexe ou le mariage hétéro? Je suis d'accord avec toi, sauf qui le fait? Pas grand monde. La preuve, peut-être à quelqu'un qui devrait être notre première clientèle à faire ses devoirs, Jean-Marc, et là qui dit, une chance que vous êtes là pour nous le dire. Alors, oui, c'est important qu'on le fasse, mais voyez qu'on se bat contre un esprit du mal omniscient. Là. Ouais. C'est pas facile de voir tout ça. Il y a Steve Duchesne qui a écrit une petite phrase intéressante sur le chat en disant « Si on vote pas pour Éric Duhem, le miracle n'arrivera pas. Ouais. » Je trouve ça intéressant de voir que, pour lui, si on ne fait pas d'action dans un contexte qui est matériel, terrestre, tu comprends? Où on va contre nos valeurs, avec le choix qui nous est laissé, qui n'est pas un vrai choix, on oublie toutes nos valeurs et là, on espère au miracle. Et c'est toujours la même chose. C'est très tentant de vouloir un sauveur qui va tout nous régler. Alors, nous, tout ce qu'on a besoin, c'est faire un petit X, puis la société va se replacer. Mais ça n'arrivera pas. Mais c'est ça. Il y a zéro sauveur. Exact. Ça n'existe pas. Le seul sauveur que le monde ait connu, c'est Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, pour vous reconnecter à Dieu le Père. C'est le seul. À part ça, sur la terre, il y a zéro sauveur. Exact. Et pourtant, les gens vont dire « Ah, t'es jaloux, donc tu voudrais être à sa place. » On ne veut pas être des sauveurs. Il n'y en a pas, comme tu dis, il n'y en aura pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle à chacun? Et c'est ce questionnement-là, à mon avis, qui est important. Il n'y a pas de petite tâche. Quelqu'un qui baisse son masque en dessous du nez puis qui se fait reprendre par le commis 18 fois par jour, ben, tu contribues à une pression pour expliquer que ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a beaucoup plus que ça à faire pour plusieurs. Mais c'est pas vrai que si tu vas contre tes principes, qu'il y a un miracle qui va arriver, pour reprendre la phrase de Steve Duchesne. Écoute, j'ai quasiment le goût de relancer la question. Peut-être que s'il y avait la somme dont on parle qui serait assez volumineuse de personnes qui annuleraient le vote, peut-être que le miracle se produirait à ce moment-là. Davantage que si les gens... Je suis content de voir que tu t'en viens tranquillement de mon bord avec l'annulation de vote. On va faire des adeptes. Je vais juste poser les gens des questions. Il y a une chose qui s'est passée cette semaine que je trouve intéressante, qui est un peu plus technique au niveau de la politique. Ça se passe en Ontario. Derek Sloan, à qui j'ai donné mon appui lors du leadership des conservateurs en 2020, a été exclu du Parti conservateur et a lancé le Parti Ontario pour l'élection provinciale de juin prochain. Ouais, c'est juste que je trouve que c'est un peu une girouette. Tu sais, le gars, il est parti... Non, mais c'est vrai, Richard, le gars était avec le Parti conservateur du Canada, il s'en va dans l'Ouest, puis il voulait partir un parti True North, là, canadien nordique, puis après ça n'a pas marché, puis là, il est rendu qu'il part un parti, le Parti de l'Ontario, puis il revient provincial. Fait que le gars a fait fédéral, deux partis différents, pour pouvoir revenir après ça provincial. En 2 ans. En 2 ans. Tu perds une certaine crédibilité quand tu fais le girouette comme ça. Probablement, je ne suis pas en désaccord avec toi. L'idée, c'est que j'espère pour lui qu'il va être élu. Premièrement, parce qu'un chef qui présente un nouveau parti, puis là, il faut comprendre que c'est un parti qui était à 0 il y a quelques mois et qui aujourd'hui va avoir une slate complète, qu'on appelle, ouais. C'est-à-dire 124 députés sur 124 ou à peu près, ce qui est énorme en si peu de temps. Avec des fonds qu'il a ramassés, parce que c'est une machine à ramasser des fonds. Beaucoup d'argent qui est généré, mais tout ça, c'est parce qu'il y a une mobilisation, surtout en Ontario, par rapport au curriculum d'éducation sexuelle. Donc, tout ce qui a été fait par... En fait, c'est partout au Canada, l'éducation sexuelle, à travers le monde maintenant. Oui, mais il y a une réaction là-bas qui est beaucoup plus solide qu'ici au Québec, où les parents se disent, ils baissent les bras en disant, là, on n'a pas le choix, puis bon. Ou on fait l'école maison, un ou l'autre. En Ontario, il y a une grosse mobilisation, donc ils ont réussi à recruter beaucoup de candidats là-dessus. Beaucoup de candidats qui viennent du convoi des camionneurs, qui veulent se présenter dans les comtés.
Et ce qui s'est passé il y a 2 semaines, ou qui a été annoncé hier, c'est Roger Stone, qui est le conseiller de Donald Trump et de Ronald Reagan et de d'autres, jusqu'à Richard Nixon. Donc, c'est un vrai organisateur politique très connu aux États-Unis, qui a eu une vie de débauche totale, OK? Qui s'est retrouvé en prison à l'époque de Donald Trump sur des bases où l'État profond voulait accuser Donald Trump de 1001 mots pour le bloquer. Et ils ont demandé à Stone de se parjurer contre Trump. Donc, ils l'ont fait chanter carrément pour l'amener jusqu'en prison avec des accusations. Tout ça est tombé parce qu'il a été gracié. Donc, on voit que ça joue dur dans ces milieux-là. Qui l'a gracié? Donald Trump, qui l'a gracié, mais qui est le président des États-Unis à l'époque. Là. Ouais, mais ça ne me dérange pas. Là. Si moi, je suis le président du Canada, le premier ministre du Canada, puis on t'envoie en prison, t'es mon chum, tu étais mon conseiller stratégique pour ma campagne électorale, puis j'ai la permission de gracier au moins un individu par année, et probablement que je vais te gracier. J'espère. Sinon, il n'y aura plus d'émission. Sinon, il n'y aura plus d'émission. mais tu comprends. Fait que, ce que je veux dire, c'est il a été gracié par le président des États-Unis, qui était son chum. Qui avait le droit de le faire. Qui avait le droit de le faire, je comprends. Mais il y a quand même... Tu sais, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. T'sais, à un moment donné, si on dit, ben là, il y a eu un parti pris, le gracier, parce que c'est la gauche, puis il y a ci, puis il y a ça, j'en conviens, mais Donald Trump a gracié son chum. Oui, mais... point à la ligne. Un peu, là. Là, toi, tu tombes dans la démagogie inverse. Parce que tu es en train de dire qu'il n'a pas le droit de gracier son chum. Je dis pas qu'il n'a pas le droit. Est-ce qu'il était coupable de ce qu'on l'accusait? La réponse est oui. C'est non. Là, tu es en train de traverser la ligne. Là. Je viens de te dire qu'il a été amené jusqu'en prison pour l'amener à travailler contre Trump, à se parjurer. Donc, on vient en fait de clarifier la dimension du mensonge versus la vérité. Si tu dis la vérité, tu te retrouves en prison, tu n'es pas coupable. Tu comprends? Notre ami Amalega qui est en prison parce qu'il refuse de porter la muselière, il n'y a pas d'affaire en prison. Tu comprends? Tout le système est confronté à une réalité où la vérité n'a pas lieu d'être. Oui, elle a lieu d'être, il faut la ramener. Alors, ce gars-là, il dit, moi, en vérité, je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Il a fait d'autres choses dans sa vie qui étaient répréhensibles, probablement, comme tous les libéraux des années 70-80. Je faisais plus allusion parce que je pensais qu'il avait été mis en prison. J'ai peut-être été distrait. Oh ouais. J'ai pensé qu'il avait été mis en prison par rapport à des choses du passé qu'il avait fait, Non, c'est pas un prisonnier comme les Hells Angels là, qui mérite de payer pour ses peines. C'est vraiment un jeu politique très malsain. Mais il a pataugé là-dedans. Donc, il y a beaucoup de monde qui en voulait et il s'est retrouvé dans le trouble. Et là, tu as le président qui le gracie. À partir du moment qu'il a été gracié, ce qui s'est passé, c'est que lui a une révélation. Il a vu que, t'es un peu là, je suis pas Dieu, moi, là. Hein? Je me suis toujours foutu un peu de la morale. Et là, il est devenu born-again Christian. Donc là, il a décidé qu'il était pour aider la société. Ouais, mais là, je vais mettre un bémol, Richard, puis... Et que t'as de la misère. Tabarnouche. T'es incrédule. Non, je suis pas incrédule. George Bush disait qu'il était born again Christian, je vais le voir, puis il fait partie des mondialistes. Ça s'arrête pas là. Ben oui, ça s'arrête là. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vois plus que juste la citation puis le quoting d'un gars qui dit qu'il est né de nouveau puis que c'est un chrétien. Il y en a plein. Les artistes gagnent des awards aux États-Unis puis ils sont sur le stage. I want to thank my mom, my dad. I want to thank God. Ça fait pas d'eux des chrétiens puis des born again Christians. Ce que je veux dire, c'est que ce terme-là aux États-Unis est galvaudé. Okay. Moi, avant de dire que le gars est chrétien, montre-moi des fruits. À ce que tu me dis que tu es. Parfait. C'est tout. Ben, je veux te montrer des fruits, là, mais là, tu es en train de régler le COVID. Il y a Guylaine qui est en Pas le COVID, le COVID. Oui, Guylaine, bonjour. Bonjour, Guylaine. Allô, Richard? Oui. Allô, Jean-François, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Guylaine. Vous êtes toujours fidèle à vous-même. Merci beaucoup d'être là et de vous tenir pour vos valeurs. Merci de nous appeler pour nous le dire. C'est très apprécié. Des fois, Richard, il l'oublie. Vous faites vraiment un beau team. Merci. Quelle est votre question, Guylaine? Je vous appelle, en fait, c'est pas une question. Oui. Je veux vous partager un événement qui m'est arrivé il y a 2 ans. Par rapport à ce qui se passe là, dans le monde actuellement, je l'appelle la pandémie. Nous étions assis devant la télévision, mon conjoint et moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, ils nous ont démontré une personne qui était montée dans un élévateur pour aller offrir des fleurs à un parent, je crois que c'était au 2e étage, devant la vitre de l'immeuble. Est-ce que vous vous en souvenez? Très bien, oui, tout à fait.
OK. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Premièrement, je dois vous dire que moi, je n'ai aucun don. J'ai pas la prétention d'être un médium ou quoi que ce soit. Mais il y a une chose que j'ai, c'est que je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu est là, ça je le sais. J'ai pas à y croire, je le sais qu'il est là. Okay. Parce qu'il m'a aidé et sauvé à plusieurs reprises. Deuxièmement, comment s'est arrivé cet événement-là? J'étais assis devant la télévision avec mon conjoint. Je vois l'élévateur avec la personne et les fleurs dans les airs. Et ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était la première fois. Et là, je vous parle environ en avril 2020. Devant ma télévision, quand j'ai vu l'élévateur avec les fleurs dans les airs avec la personne, tout est venu noir dans la maison. Fait qu'imaginez-vous que vous êtes dans votre maison devant la télévision et tout devient noir d'un coup sec. Et tout de suite après, je me suis retrouvée en pensée, même corporellement, je me suis retrouvée dans une grotte. Je sais pas si un de vous deux va être capable de me le dire, mais je me suis retrouvée dans un film biblique. Vous savez, les films bibliques qui nous mettent à la télévision là, durant le temps de Pâques et tout ça. Il me semble que c'est Moïse qui était entré dans la grotte pour aller sauver sa sœur et sa mère. Et cet artiste-là qui était dans le film, c'était Charlton Heston. Ça, je me souviens très bien de ce film-là. Alors, je suis devant ma télévision, tout devient noir, et là, je tombe directement dans la grotte avec cet homme-là et les deux femmes lépreuses qui ont un bandeau sur le visage. C'était en pleine noirceur avec une orage électrique. Je regarde les deux femmes, je vois les deux femmes, elles sont lépreuses. Et à un moment donné, durant une éclair, le visage se découvre et leur visage était immaculé. Et là, ça m'a fait wow! Je vous parle dans ma vision, ça m'a fait wow! Et là, dans ma tête, en mots, je me suis dit, comment se fait-il que cet homme entre dans une grotte pour aller chercher deux personnes lépreuses alors que nous, on a besoin d'un élévateur pour aller donner des fleurs à travers une vitre? On n'est pas capable de prendre nos deux bras, nos deux jambes puis notre bouche pour aller dire non, ça ne se fait pas. J'ai vécu une vision comme ça. Et ça, là, je vous en parle, puis à chaque fois que je l'explique, j'ai toujours les frissons, et ça m'est vraiment arrivé. Alors, mon but, c'est pas de faire croire quoi que ce soit. Mon but, c'est de témoigner. Alors, je reviens au départ. Je sais que Dieu est là. Je le sais. Il est avec moi tous les jours. Alors, le but de mon témoignage, c'est justement de dire, on doit avoir foi. Parce que je suis convaincue que ce que j'ai vécu comme expérience il y a 2 ans, en avril 2020, ça venait pas du diable. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis dit, OK, j'ai été prévenue à ce moment-là. Là. Je vous dis, c'est jamais arrivé de ma vie. Une fois que j'ai compris le pourquoi, quand je me suis dit, on va pas aider nos personnes âgées, j'avais vraiment compris le message de l'élévateur. Et là, tout est redevenu clair dans la maison et c'est comme si j'étais revenue à l'îlot devant la télévision avec mon conjoint. Merci. J'ai mis un point sur la table, j'ai été vraiment en réaction et j'ai lâché un gros mot. J'ai dit, ce qui se passe là, ce n'est pas vrai. Merci Guylaine. C'est une arnaque. Merci Guylaine pour votre intervention qui est un peu longue, là, je dois dire. On vous invite à poser des questions, à nous donner un peu de contexte, mais essayez de ne pas étirer trop. Il y a beaucoup de monde qui veulent parler. Il y a aussi beaucoup de sujets à discuter. Merci du témoignage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça t'amène à penser? Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une déclaration du fait que c'est inacceptable ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait vivre à nos personnes âgées et tout le reste. Je pense que ça, c'est assez clair. Et il peut y avoir effectivement des expériences pour chacun qui peuvent être dramatiques comme telles. Ou une forme de révélation, tu sais. Pour elle, suite à cette vision-là, elle a compris, Guylaine, qu'on était dans une supercherie, dans une pandémie, puis elle a comme réalisé que c'est pas normal. Écoute, il y a même des passages dans la Bible, juste pour faire un aparté par rapport à ce qu'elle dit, où ça nous dit littéralement, Jésus entra dans la maison de Simon le lépreux.
Hey, dans le temps, la lèpre, là, c'était quelque chose. Là. Mais ça nous dit, Jésus est rentré. Fait que quand tu essaies de manipuler les gens, tu les empêches d'aller les voir des membres de leur famille sous prétexte qu'ils vont mourir ou... Une fausse lèpre. Ben oui, absolument. en plus, c'est une fausse lèpre. Fait que je peux comprendre la révélation dont ça fait... pour elle, pour Guylaine, c'était une révélation qui a dit, non, on est dans une supercherie, on est dans une pandémie, on est dans une pseudo-pandémie, c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Puis quand les gens disent... Quand je dis ça, à chaque fois que je dis que c'est pas plus dangereux qu'une grippe, les gens disent, mais des gens qui meurent de la grippe aussi. Ouais. Les personnes âgées décèdent de la grippe comme il y a des personnes âgées qui décèdent du COVID. À un moment donné, il faut juste être capable. Moi, je vais un petit peu plus loin. Je dis que c'est un virus fabriqué par l'homme, justement, dans un contexte de guerre biologique, là. Hein? C'est une arme biologique qui a été produite pour faire un peu les résultats qu'on a. Oui, c'est ça. Exactement. On s'en débarrasse pas comme une simple grippe et notre système ne réagit pas de façon normale non plus. Beaucoup de problèmes pulmonaires et tout le reste. Donc, ça demeure... pour ceux qui sont dans les hôpitaux qui vont nous dire « Ah, vous voyez pas comment c'est difficile. » Oui, mais c'est parce qu'on a refusé premièrement l'ivermectine. Hein, on a refusé des traitements qui permettaient de s'auto-soigner. Les chloroquine, puis tout ça. Et quand on met les gens sur respirateur, là, on sait aujourd'hui que c'était la pire chose à faire. C'était la meilleure façon de les tuer. Ben oui. Pour X raisons. Là, on n'a pas besoin de discuter longtemps ici. Puis donc, on voit que c'est une arme biologique. Ouais, puis en plus, on leur fait prendre un vaccin qui s'est sorti la semaine dernière. C'est pas un vaccin. L'injection. Puis c'est sorti la semaine dernière. Pfizer le dit. Pfizer était au courant que ça détruit ton système immunitaire. Donc, en plus d'avoir créé un virus en laboratoire pour cibler l'être humain, on est en train de cibler l'être humain avec une fausse injection pour l'injection et le virus. Et le virus pour dire, là, maintenant que tu as le virus, on a une injection qui est la solution, mais cette injection-là vient détruire ton système immunitaire pour faire en sorte que tu es rendu avec le sida vaccinal qui fait en sorte que tu n'as plus de système immunitaire, tu ne peux plus te défendre contre les virus, puis la conséquence, c'est la mort. Pour conclure avec Guylaine, quand elle dit qu'elle ne croit pas en Dieu, elle sait qu'il est là. C'est ça, croire, là. Tu sais, quand avoir la foi, il n'y a personne qui a vu Dieu, là, donc il faut avoir la foi pour dire, moi, je suis certaine que Dieu est là, bon, parfait. Mais c'est intéressant de voir aussi que lorsqu'on a la foi, on a déjà une autre dimension par rapport à une réalité qui est assez triviale, là, entre est-ce que je survis, est-ce qu'il y a une vie après la mort et tout le reste, là. Donc, quand on est rendu là, on a déjà une armure par rapport à une réalité qui n'est pas facile pour personne. Il y a Jean qui est au téléphone. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Très, très bien. OK. Là, on a un gros problème. Ah, mon Dieu. Avec Adam et Ève, ces gens-là, ils étaient en plénitude de la grâce. Mm-hmm. Ils avaient tous les dons, puis l'ange de lumière les a trompés. Mm-hmm. Tantôt, vous allez parler du discernement des esprits. Puis on sait que l'esprit démoniaque est supérieur au nôtre. Puis on regarde comment les politiciens nous manipulent si facilement. Puis on voit actuellement, au niveau mondial, c'est un phénomène mondial, les gens sont extrêmement vulnérables au contrôle du narratif. Mm-hmm. Puis notre génération, nous, on n'a pas appris à discerner la vérité, à fonder ses opinions sur la vérité, à vérifier que ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu supposes, ce que tu as le feeling de penser que c'est vrai, on n'a pas appris à tester, à valider nos opinions. Fait que c'est pour ça qu'on était extrêmement vulnérables. Puis en plus de ça, si tu rajoutes le discernement des esprits, quand on a affaire à des esprits, regardez, dans l'Église catholique, on a le cardinal McCarrick. Il était le leader de l'Assemblée des évêques pendant 20 ans. Puis c'est loin d'être fini avec tout ce qui se passe. Là, si vous me permettez. Je pense pas que j'ai de solution, mais je fais juste souligner le problème. Excellent. Mais merci, c'est apprécié. Merci beaucoup. Moi, si tu me permets, Richard, je suis pas tout à fait d'accord. Je m'explique. D'accord avec quoi? D'accord avec on n'a pas de discernement parce qu'on n'a pas de base. De base.
On vient d'un bagage ici au Québec-Canada avec des valeurs chrétiennes catholiques, judéo-chrétiennes, dans lesquelles on nous a enseigné la vérité, une certaine vérité, un certain ancrage où on était capable de voir le bien par rapport au mal, par rapport à ce que la parole de Dieu puis la Bible disait. Puis on a accepté de jeter nos valeurs, de les sacrer dans la poubelle, parce qu'on a poussé par des pulsions, poussé par le péché, poussé par moi je veux m'affirmer, je veux être une personne. Fait qu'on a littéralement accepté de devenir une société laïque. On a jeté l'enfant Jésus avec l'eau du bain. Ben exactement. Donc, on a décidé de jeter nos points de repère. Est-ce qu'on a décidé ou on a subi? Ben, ça va de soi. Si tu te lèves pas, c'est parce que à quelque part, tu acquiesces. Tu sais, tout ce que la Révolution tranquille a emmené, là, avec puis la génération des peace and love, puis tout ce que ça a emmené, c'était mon moi qui prédominait. J'ai pas le goût d'aller à l'église, j'ai pas le goût de vivre cette vérité-là, alors que je peux faire plaisir à ma chair, à mon corps, puis dire, je vais aller dans cette direction-là. Fait que quand tu te lèves pas, quand on retire le crucifix de l'Assemblée nationale, quand tu te lèves pas pour prendre des positions contre l'avortement, c'est que tu acceptes jusqu'à un certain point le narratif qui t'est donné parce que tu as mis de côté des bases fondamentales du christianisme. En disant ta liberté commence là où la mienne Exactement. finit. Ben oui, c'est ça. On est d'accord sur les conséquences. Moi, je ne jette pas la pierre à tout le monde parce que c'est pas facile, la vie. Hein? Tu peux pas dire, écoute, je vais être en charge du système d'éducation. Je suis en train de jeter la pierre, là. Quand tu es arrivé les années 60 pour l'avoir vécu, on a sacré dehors l'Église des écoles, mais c'est les églises elles-mêmes qui les ont données. C'est eux autres mêmes qui se sont fait harakiri. C'est eux autres mêmes qui ont pris la tangente moderniste qui a donné le vide spirituel dans lequel on est rendu en 2022. Oui, mais la population aurait pu dire son mot. Ouais, les gens auraient pu se lever. Attends un petit peu, là. Avant de pouvoir argumenter, on le voit comment c'est laborieux. Tu sais, on demande aux gens de discuter avec des arguments raisonnables. Toi, tu as une base chrétienne, d'éducation chrétienne, qui te donne des appuis. Mais ceux qui n'en ont jamais eu, là, un enfant qui est né, on en connaît. Là, tu regardes ce qui s'est passé dans le passé avec des lunettes de la génération d'aujourd'hui. Non, écoute, les jeunes des années 60, moi, je les ai côtoyés. Là. J'en étais un, mais j'étais plus jeune. Mais je voyais les plus vieux là, qui, écoute, là, ça flyait pas mal. Ils envoyaient promener l'autorité parentale, tout le reste. Mais tu avais la télévision, tu avais la musique rock, tu avais les concerts. Il y avait tout un effet pour les attirer. Et en même temps, on a sacré dehors la chrétienté des écoles et des universités. N'oublie pas que l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, c'était des universités catholiques. Ça demande de la L'Université Laval. Donc, on a tout mis ça en même temps dehors. Donc, on t'enlève les moyens de connaître les fondements. En même temps que les jeunes disent, nous, on sait tout, on le veut à la TV. On est allé voir des concerts rock et ça, c'est l'avenir. Et là, quand ils sont rendus avec des enfants dans les années 80, ils ont souffert, là, ces gens-là. Ça prend de la rigueur pour marcher dans la vérité. Ta rigueur doit être sur quelque chose. Je suis d'accord. Il faut que tu aies une éducation chrétienne. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'on a laissé tomber l'éducation chrétienne et là, on a les fruits de ça aujourd'hui. Là, je te rejoins tout à fait. Mais ce que notre interlocuteur disait principalement, c'est que comment on peut justement ressortir de cette situation anarchique-là dans laquelle on est si on n'a pas les connaissances. C'est ce que j'en comprends. Ben, en bout de ligne, il va falloir qu'on s'éduque. Hein? Il faut que tu aies les moyens d'aller chercher l'information que tu as besoin. Mais quand on dit que la religion chrétienne, c'est la pire chose, bien, on t'empêche d'y aller comme quand on va dire « tu es un complotiste, donc je ne t'écoute pas ». C'est le même principe. On détruit la possibilité d'aller te renseigner. Mais c'est déjà pas facile de le faire pour quelqu'un qui travaille, qui a des enfants, qui a un tas de choses à faire. Je pense que le discernement va s'accroître à la mesure où tu prends le temps d'avoir une relation avec Jésus, de lire ta Bible et de mettre les choses en perspective. Sinon, les gens vont toujours être séduits, dupés, parce qu'il y a un discernement qui se bâtit à la mesure... Écoute, moi, je veux dire, là, il y a des choses dans ma vie que je ne voyais pas avant, puis depuis que je lis à toutes les années, au moins une fois dans l'année ma Bible, il y a un discernement, il y a un caractère qui s'est forgé qui fait en sorte que non, ça c'est un courant qui est tiède. Je peux pas m'en aller là. Ça, c'est froid. Je peux pas toucher à ce courant-là. Puis, il y a comme un discernement qui s'aiguise. Ça te guide. Ça me guide. Fait que je pense que les gens sont capables d'avoir ce discernement-là. La condition est maintenant, c'est même plus si tu es capable de l'avoir ou pas, c'est
où tu mets ton regard pour pouvoir accroître ce discernement-là dans ta vie. Si ton regard, puis ce que tu mets de l'avant, c'est la lecture de la Bible, puis une relation avec Dieu, ben là, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir accroître ce discernement-là. Et je pense que c'est comme ça. Puis quand je dis, je sais qu'il y a eu des blessures, puis ce que les gens ont fait, je pense qu'encore au Québec, au Canada, il y a encore 60-66% de mémoire de la dernière statistique qui croient en Dieu. Ce qui détruit... Qu'est-ce que Dieu? Je comprends, mais il y a quand même une notion de Dieu. Ce qui détruit les gens, puis leur perception, c'est la religion. La religion qui a fait énormément de tort, puis les gens ont associé la religion à Dieu. Ça, c'est des phrases, là, c'est basé sur rien. La religion a fait tellement de tort. La religion crée les guerres. C'est facile à dire. C'est pas ça, la réalité. C'est les gens, comme tu dis si bien, c'est les gens eux-mêmes là, qui ont participé à ces changements-là. Est-ce que quelqu'un qui est athée ou qui se dit athée, parce qu'être athée, j'annonce à tous ceux qui sont athées, là, c'est que vous croyez que vous croyez en rien. Alors, vous croyez. Vous êtes un croyant, automatiquement. Alors, est-ce que les athées ont un esprit? Est-ce qu'ils ont une âme? Ben oui. Alors, le discernement des esprits, comment tu peux l'avoir si tu es athée? On parle d'esprit maléfique, là, on parle d'esprit saint, on parle de Jésus, on parle... Je ne prétends pas que mon esprit est l'égal de Jésus ou de... Donc, chaque humain a un esprit, hein, une âme, est capable de discerner, etc. Mais on est attaqué par l'esprit du mal. C'est ça? Oui. Donc, dans ce contexte-là, ce que tu dis, c'est que si on n'a pas l'armure chrétienne, c'est impossible de pouvoir faire le discernement des esprits. J'essaie de ramener ça à quelque chose d'un peu plus concret. Absolument. Alors, si c'est le cas, ben, on veut vous entendre à cet effet-là, justement. C'est facile de dire le discernement des esprits. Hein? Entre le bien et le mal, moi, je fais mon idée assez rapidement. Attends un petit peu, là, c'est pas facile. Et quand on se retrouve dans des situations complexes par rapport à nos enfants à l'école, par rapport à des questionnements à l'hôpital, avec des soins, maintenir en vie, etc. Donc, on voit que ça se complexifie très rapidement. Mais là, actuellement, depuis 2020, je pense qu'on est attaqué de plein fouet par rapport à un esprit du mal. Et là, on doit dire, ben nous, on devrait être capable de discerner le bien et le mal. Mais comme tu dis si bien, toi, tu as un fondement chrétien qui te permet de te baser. Hein, c'est un roc sur lequel tu es capable d'analyser les situations. Je suis capable d'analyser. Mais comment les gens... Je suis capable de l'analyser parce que j'ai une relation avec Jésus, puis je passe du temps avec le Christ, puis je passe du temps à lire ma parole de Dieu. Oui, c'est ce que je dis. Tu me feras pas déroger de mon opinion, Richard. Moi, je pense que... Je suis en train de te dire la même chose. Je suis en train de te dire que la religion a fait énormément de tort dans notre société. Oui, pourquoi? Comment? Ben parce que ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On a essayé de changer les gens par rapport à des façons dont ils croyaient. On a essayé de changer leur extérieur pour atteindre leur intérieur. On a essayé de faire un paquet de choses au nom de la religion. On tue au nom de la religion. Mais on pensait que la religion ne fait pas de tort, là. C'est pas la religion, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que je te dis. C'est l'être humain qui est l'acteur dans tout ça. La religion en tant que telle, là, c'est la relation à Dieu. Fait que si ta relation à Dieu... Non, la religion, c'est pas la relation à Dieu. C'est pas toutes les religions qui te pointent vers Dieu. Là. Il y en a qui vont te pointer vers Allah, il y en a qui vont te pointer vers Krishna, il y en a qui vont te pointer vers Baal. C'est pas Dieu. C'est leur Dieu. Ouais, il y en a un Dieu. Et là, on arrive justement avec des fondements importants. C'était ça l'objectif. C'est qu'avant de parler justement de discernement des esprits, là, on voit qu'on a besoin d'avoir des outils, on a besoin d'avoir des bases. Et les prochaines émissions... Moi, je vous invite à nous dire quelles sont vos idées, vos perceptions par rapport à ça. C'est certain que d'un point de vue chrétien, ça libère beaucoup de complexité, mais il y a beaucoup de monde qui sont un peu perdus dans ce qui se passe actuellement, qui se disent, et il y en a qui l'apprécient, qui disent, vous m'avez fait réfléchir, je suis revenu à mon éducation chrétienne pour ceux qui en avaient, où je me suis orienté vers ça, puis il y a des moyens de le faire. Mais qu'est-ce que ça vous fait comme questionnement? Et ça vous amène où? Soit par rapport à vous ou par rapport à vos enfants, vos parents. Ça va être intéressant de pouvoir arriver dans le concret parce qu'après ça, on pourra arriver dans des problématiques plus terre à terre, comme l'éducation, la santé, tout ça. Donc, on va toucher à la politique ultimement. Mais le problème, c'est que la plupart des gens vont travailler dans le cas par cas. Hein? Moi, j'ai vécu telle chose, donc ça, c'est une injustice. Oui, c'est quoi la justice? Pourquoi, selon toi, c'est une injustice et selon le gouvernement, c'est devenu une normalité? Moi, ce que je veux faire attention, c'est ce que je veux sensibiliser les gens, c'est que le discernement des esprits passe par Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin, puis c'est... La voie, la vie et la vérité. C'est ça, la vie, la vérité, puis le chemin.
Ça passe par Ça va lui. être l'enseignement. Ben, il faut que ça soit ça. Ouais. Sinon, tu n'en as pas de discernement des esprits. Puis, c'est pas vrai que la religion... Tu ne peux pas discerner si tu n'as pas établi le bien. C'est ce que je comprends. Là. Le bien passe par Jésus. Ouais. Puis, tu veux t'en sortir dans ta vie, tu vis des troubles financiers, tu vis de la pression, tu vis de l'anxiété, tu vis un conjoint qui t'abuse. La solution dans tout ce que tu vis, c'est Jésus-Christ qui devrait être la solution. Le début de la solution. Il faut que tu partes par le début. Ce que tu dis, c'est que le roc, si tu t'en tiens pas compte, tu ne pourras même pas te retrouver. Ben, c'est même pas le début. Jésus, c'est la solution. Un point, c'est tout. Ouais, c'est un mot clé. Tu n'as rien réglé quand tu dis ça. Il faut que les gens aient un cheminement intellectuel pour dire, écoute, là, j'essaie de régler mes problèmes depuis 30 ans, ça ne marche pas. Là, toi, tu me dis qu'il faudrait que je revienne à la religion chrétienne. Bien, c'est ça le socle. Là. Il va En fait, enlève le mot religion de ta bouche. Ah. Ce que je suis en train de te dire. Je n'enlèverai jamais le mot de religion de ma bouche. Ben oui, parce que c'est pas la religion. Non, mais enlève-les. Religion veut dire relation à Dieu. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. On vous invite à nous écrire. Je suis pas d'accord avec toi. Religion veut pas dire relation à Dieu. Il y a des gens qui ont une religion puis qui vont vers Allah, des gens qui vont aller vers Mohamed. C'est leur Dieu. Oui, mais c'est pas une relation à Dieu. C'est pas une relation à Jésus, c'est ça que tu veux dire. La vraie relation, c'est la relation qu'on a avec Jésus. Okay. C'est la seule qui peut te donner un discernement des esprits. C'est la seule qui peut t'amener à un autre niveau dans ta vie. C'est la seule qui peut te sortir du trouble où ce que t'es pour t'amener à avoir de l'espoir dans ta vie. C'est la seule voie par laquelle on peut passer pour avoir un espoir pour l'humanité. Ça passe par Jésus. Ça passe pas par la religion. Ça passe pas par la religion. Ça passe par une relation intime avec Jésus-Christ. Un point, c'est tout. On dit la même chose. Alors, on vous invite, peut-être la semaine prochaine, à évaluer un petit peu le niveau de débat. On ne parlera pas d'Éric Duhem et ces banalités-là. On va parler de choses un petit peu plus profondes. Mais laissez-moi vous dire que l'actualité va nous ramener éventuellement dans des choses très concrètes. Mais ça nous permettra d'avoir un œil un petit peu plus critique. Et j'apprécie beaucoup que tu as l'énergie du combattant. Ça, c'est très apprécié. Alors, à la semaine prochaine à tout le monde. Et demain soir, jeudi soir, Théovox Actualité à 19h30. Oui, puis on a une liste vraiment extraordinaire d'invités demain. Là. Ça va être une bonne émission. À demain.